Épisode numéro 73 de l'alchimie d'un roman, bienvenue à tous les amoureux de la littérature. Et au fur et à mesure que je parcours ma bibliothèque, je tombe parfois sur un pavé, un monument, un Everest, appelez ça comme vous voulez, bref, un bouquin de plus de 1000 pages qu'il va être difficile de traiter dans une vidéo d'un quart d'heure. Pourtant, il faut bien se plier à l'exercice, même si le roman d'aujourd'hui dépasse les critères les plus extrêmes, parce qu'il s'agit bien des 1600 pages du Comte de Monte Cristo, le célèbre roman feuilleton d'Alexandre Dumas. Et donc, avec Monte Cristo, nous allons plonger en plein roman d'aventure. Un roman de l'air, comme disent les alchimistes, un roman de la fiction, du divertissement, mais un roman de grande littérature dans lequel, vous verrez, on retrouvera la terre, le milieu dans lequel le roman prend racine, l'eau, le style qui s'écoule et le feu, le message qui brûle derrière les mots. Et commençons par le plus difficile, le résumé des 1600 pages en 1 minute chrono. Tout commence près de Marseille alors que le jeune Edmond Dantès est sur le point de se fiancer à la charmante Mercedes. À leur petite fête sont invités Danglars, le comptable du bateau de Dantès, qu'il soupçonne de vouloir lui piquer la place de capitaine. Il y a aussi Fernand qui est amoureux de Mercedes, et le voisin Cadrousse qui est ivre et qui ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Les trois hommes, jaloux et cupides, rédigent une lettre pour accuser Dantès d'un complot contre le roi de France. La lettre arrive sur le bureau du procureur de Villefort, dont le propre père, Noirtier, fait partie d'un véritable complot bonapartiste. Son sang ne fait qu'un tour, et il envoie Dantès en prison pour éloigner tout danger. Alors, Dantès passe 14 ans dans un cachot du château d'If, dont il finit par s'évader avec l'aide de son voisin d'infortune, l'abbé Faria, qui lui lègue avant de mourir un trésor fabuleux. Et encore 10 ans plus tard, Dantès arrive à Paris sous les traits du mystérieux comte de Monte Cristo, avec la ferme intention de se venger. Il y retrouve Danglars, Fernand, devenu comte de Morcerf, Mercedes, sa femme, la comtesse de Morcerf, et puis Cadrousse et Villefort. Mais ce petit monde appartient désormais à une société plus compliquée. Ils ont bâti de grandes familles et des liens de pouvoir. Alors la vengeance du comte de Monte Cristo sera forcément longue et sophistiquée. Il devra pénétrer leur univers, tendre ses pièges, une vengeance à petit feu qui vaudra bien 1600 pages. Bon, et la première chose à dire à propos de ce roman, pour bien comprendre le coût des 1600 pages, c'est qu'il n'a pas été publié au départ sous cette forme. En fait, il s'agit d'un feuilleton. Les 2 premiers chapitres sont sortis dans le Journal des débats le 28 août 1844, et on comprend tout de suite le problème qui s'est posé à Alexandre Dumas, écrivain. En quelques pages de journal, l'équivalent de 20 pages en collection de poche, il devait accrocher son lecteur et lui donner l'envie d'attendre la suite la semaine suivante. Et c'est comme ça pendant tout le roman. 1. Chaque tranche de 20 pages est écrite comme une petite nouvelle avec un début, une fin et des retournements. 2. Chaque tranche de 20 pages se termine par un cliffhanger, un suspense, pour tenir en haleine jusqu'à la semaine suivante. 3. Chaque information est donnée au plus proche du moment où elle va être utilisée, car s'il dépasse 20 pages, Dumas sait que son lecteur aura 1 semaine pour tout oublier. Etc. La publication en feuilleton structure la totalité du roman. Un exemple. Quand il s'évade du château d'If, Dantès se fait passer pour mort. Fin du chapitre, il est lancé dans la mer du haut d'une falaise avec un boulet attaché au pied. Début du chapitre suivant, une fois dans l'eau, il sort un couteau, coupe la corde à ses chevilles et s'en va à la nage. Lu comme ça peut sembler un peu décevant. Mais il ne faut pas oublier que pour le lecteur de l'époque, il s'est passé 1 semaine entre la mise à l'eau et la libération, 1 semaine de suspense et d'attente insupportable. Ensuite, le Comte de Monte Cristo est un feuilleton, mais un feuilleton d'aventure. Au premier degré, il faut voir ça comme une bande dessinée de Tintin et Milou. Les décors, par exemple, sont mémorables. On ne le met pas bêtement en prison, on l'enferme dans un cachot du château d'If. Et le trésor de l'abbé Faria est caché dans une véritable île aux pirates, l'île de Monte Cristo, dont Dantès se fait le comte. Rien n'est trop grand ni trop exotique. Pour s'endormir, Monte Cristo utilise une pâte de hashish qu'il conserve dans une émeraude creusée. Et du coup, comme c'est de l'aventure, on accepte en tant que lecteur une certaine distance avec le réalisme. À la fin du roman, par exemple, Valentine, la fille de Villefort, se fait passer pour morte en ingérant une potion qui lui arrête le cœur jusqu'à son enterrement. Le genre de tour de passe-passe qu'on ne peut accepter que dans le cadre d'un vrai roman d'aventure. Il y a aussi en permanence des coïncidences incroyables.
Le bon personnage se trouve toujours au bon endroit. Villefort est pile chez le roi Louis XVIII au moment où celui-ci apprend l'évasion de Napoléon de l'île d'Elbe. Chaque scène est montée comme une scène de théâtre, le bon décor, les bons personnages, les bonnes répliques qui tombent pile poil. Et le genre du feuilleton d'aventure, un peu théâtral, se retrouve aussi bien sûr dans le style. Alexandre Dumas, dans sa mise en scène, recherche avant tout l'image mémorable, celle qui va frapper les esprits jusqu'à la semaine prochaine. Par exemple, dans sa barque, prisonnier, en route vers le château d'If, Dantès voit sur la côte la lumière allumée de la chambre de Mercédès. En poussant un grand cri, le jeune homme pourrait être entendu de sa fiancée. Ça, c'est une image bien romantique et qui marque les esprits. Et attention, aventure ne veut pas dire action échevelée, rythme saccadé et phrase courte. Au contraire, Dumas ne cherche pas à immerger son lecteur à la première personne, comme on dirait aujourd'hui. C'est un feuilleton qu'on est en train de lire avec une certaine distance. Il commence un chapitre par exemple avec une phrase du genre « Il faut que nos lecteurs nous permettent de les ramener à tel endroit où nous retrouverons des personnages de notre connaissance. » Voyez comme le lecteur se situe aux côtés de l'auteur plutôt que parmi les personnages. Quand Monte Cristo réussit une belle astuce, peut-être un peu difficile à comprendre, il s'autorise en fin de chapitre un soliloque pour résumer l'action qui vient de se dérouler. C'est un aparté comme au théâtre. Monte Cristo lui-même, le personnage, s'adresse directement au lecteur. Sans parler de l'écriture très écrite justement. À la fin de l'histoire, Benedetto, un galérien évadé, donc pas vraiment un intellectuel de première classe, est sur le point de se faire prendre. Et voici ce qu'il pense. Suis-je perdu ? Non, si je puis fournir une somme d'activité supérieure à celle de mes ennemis. Mon salut est donc devenu tout simplement une question de myriamètre. Ok, alors le conte de Monte Cristo serait un long divertissement de 1600 pages, irréaliste mais peu importe car ce qui compte c'est l'aventure. N'allons pas trop vite dans les conclusions et creusons un peu. D'abord, il faut se souvenir que la période pendant laquelle ce feuilleton a été publié est une période compliquée. En 1844, le lecteur du Comte de Monte Cristo se souvient encore très bien des 100 jours qui débutent d'ailleurs le roman, avec la bataille de Waterloo en 1815 suivie par la Restauration. Puis la Révolution de Juillet en 1830, tout ça s'est déroulé en une trentaine d'années seulement. La monarchie de Juillet, celle de Louis-Philippe, se terminera en 1848 avec le Printemps des peuples seulement 2 ans après Monte Cristo. Et le Second Empire commence en 1852. Il faut donc imaginer que politiquement, rien n'est calme en France à cette époque. Et tout ça, ce sont les conséquences et les répliques du tremblement de terre que fut la Révolution française et les guerres napoléoniennes. Une société ne se remet pas facilement d'une telle secousse. Et vous me direz, d'accord, c'est intéressant la remise dans le contexte, mais nous sommes des lecteurs du XXIe siècle, pas des historiens. En fait, le sujet du Comte de Monte Cristo est bien plus contemporain. Pensez par exemple à la période qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale, les déchirements dans la société française entre ceux qui se proclamaient résistants et ceux qu'on accusait de collaboration, la vengeance entre voisins. Et le sujet du Comte de Monte Cristo, c'est justement ça, ce qui se passe quand l'histoire avec un grand H s'invite dans les relations personnelles et quotidiennes, les suspicions, les trahisons, les dénonciations, et par-dessus tout, la vengeance. La vengeance de celui qui a tout perdu, Edmond Dantès, face au rouage de la société, la finance, l'armée, la justice, et même le petit peuple vénal ou les femmes. Car quand Monte Cristo s'en prend à Danglars, Fernand, Villefort, Cadrousse ou Mercédès, il s'attaque aux faiblesses humaines qu'exacerbent ces périodes de crise, la cupidité, la violence, l'injustice, la bassesse ou l'infidélité. Oui, le Comte de Monte Cristo est le roman de la vengeance. On pourrait même le sous-titrer « Anatomie de la vengeance », car une fois l'objectif posé, se venger, Alexandre Dumas entreprend sa dissection. Première étape, pour qu'il y ait vengeance, au tout début, on commence avec une victime, une vraie victime, donc un gars complètement innocent. Edmond Dantès est jeune, il est beau, il est travailleur, courageux, et tout lui réussit. Il a mérité son succès, la vie s'ouvre devant lui. Deuxième étape, il faut des méchants, des jaloux, des imbéciles irresponsables et inconscients de la portée de leurs actes. Troisième étape, le cachot, le châtiment injuste complètement disproportionné, aggravé par le temps perdu, par la vie entière qui est volée à Edmond Dantès. Il perd bien plus que 14 ans de liberté, il perd ses espoirs, il perd sa jeunesse. Et enfin, la conclusion logique, la vengeance en elle-même. Ça n'est que justice après tout. En gros, Dantès a subi 300 pages de malheur, il lui en reste plus de 1000 pour savourer sa vengeance, et nous, lecteurs, nous allons la savourer avec lui.
La vengeance découle naturellement des 3 étapes qui ont précédé. C'est un réflexe primaire. D'ailleurs, Monte Cristo le dit clairement, « Je rendrai une douleur pareille à celle que l'on m'a faite, œil pour œil, dent pour dent. » Voilà, mais heureusement, Alexandre Dumas n'en reste pas là, et à partir de ce point de départ, il commence à étudier son affaire. D'abord, on le voit sur mon schéma, il y a le phénomène de l'inflation. Ce qui commence comme une bassesse méprisable finit par prendre des proportions terribles. La vengeance est un amplificateur du drame. Ensuite, le comte de Monte Cristo ne se contente pas de tuer les gens pour se venger, non, c'est un cérébral. Et il monte un schéma très compliqué pour que ses victimes finissent par se punir elles-mêmes. Danglars se ruine quasiment tout seul à force de vouloir s'enrichir. Villefort est rattrapé par ses propres crimes, son père comploteur et l'enfant illégitime qu'il a laissé pour mort. Fernand perd son honneur de soldat. N'êtes-vous pas le soldat Fernand qui a déserté la veille de la bataille de Waterloo ? N'êtes-vous pas le lieutenant Fernand qui a servi de guide et d'espion à l'armée française en Espagne ? Ces hommes et femmes sont des symboles de la société que Monte Cristo met devant leurs propres contradictions, leurs péchés mortels. Oui, leurs péchés, car il y a bien une dimension résolument mystique dans cette histoire. Une justice par-dessus celle des hommes. Toujours la providence, s'exclame Monte Cristo. Ah, c'est aujourd'hui seulement que je suis bien certain d'être l'envoyé de Dieu. Et puis, quand même, à force, Dumas revient sur Terre et il expose le fond immoral de son histoire, quasi blasphématoire. À force de se prendre pour la main de Dieu, Monte Cristo n'est plus un homme. Sa pâleur était étrange, on eût dit un homme enfermé depuis longtemps dans un tombeau et qui n'eût pas pu reprendre la carnation des vivants. Il renie sa propre nature. Et finalement, dans sa vengeance, Monte Cristo provoque la mort d'un enfant innocent. Il ne vaut donc pas mieux que ses victimes. Pire, sa vengeance ne sert à rien. Il lègue sa fortune et il s'en va sur un bateau. Il n'aura rien gagné et il n'en ressort certainement pas apaisé. La belle construction s'effondre. Voilà donc à quoi aura servi la vengeance d'Edmond Dantès. Alors, que retenir de tout ça ? Que nous ont apporté ces 1600 pages ? Une grande aventure à la Tintin et Milou, des cliffhangers époustouflants, oui, une histoire un peu théâtrale, irréaliste, mais c'est de l'aventure après tout, ça fait partie du jeu. D'accord. Mais on en retient aussi un sentiment, la vengeance, une pensée récurrente qui imprègne ces 1600 pages. Un cas d'école, une étude psychologique, on y apprend les mécanismes de la vengeance, mais aussi ses effets secondaires, les blessures, l'amertume, l'insatisfaction. On a presque l'impression qu'Alexandre Dumas nous a fait la leçon. La vengeance finalement est immorale, elle nous réjouit dans un premier temps, mais elle est vaine et elle ne résout rien. En quelque sorte, Monte Cristo lui aussi a perdu. La fameuse providence avec un grand P dont il parle tant, s'est aussi vengée de lui. Mais qui est cette providence, cette entité au-dessus du comte de Monte Cristo lui-même et qui finit par lui faire la leçon à lui aussi ? C'est Alexandre Dumas, c'est l'écrivain. C'est aussi moi le lecteur, car depuis le début des 1600 pages, j'ai adopté un point de vue quasi divin. Je me suis toujours trouvé là où c'était intéressant, j'ai jugé les coupables. Alexandre Dumas, finalement, réussit là où le comte de Monte Cristo a échoué. En écrivant son histoire sous la forme d'un roman, il se venge bien des défauts des hommes, il se venge de la société à travers ses archétypes, il se venge vraiment, mais sans faire de victime, car rien de tout cela n'est vrai. C'est du théâtre, n'est-ce pas ? Ce n'est pas sérieux, c'est du Tintin et Milou. Et ainsi, au XXIe siècle encore, on continue à lire son histoire. Monte Cristo est devenu un mythe, le symbole intemporel d'une justice immanente, la preuve qu'on finit toujours par payer pour ses crimes, et même Edmond Dantès n'y aura pas échappé. Plus fort que le trésor infini de l'abbé Faria, plus fort que les ressources inépuisables de Monsieur le Comte de Monte Cristo, l'imagination d'Alexandre Dumas aura fini par imprimer son message. Et voilà, ça fait du bien de temps en temps de ne pas compter ses pages, de ne pas compter son temps. Comme vous-même, conseillez donc à vos amis de s'enfermer quelques dizaines d'heures en compagnie du comte de Monte Cristo. C'est un plaisir qu'on aurait vite fait d'oublier, le plaisir d'oublier qu'on est tellement pressé. Et puis tiens, si vous avez le temps, regardez aussi les 72 autres épisodes de l'Alchimie d'un roman, 72 romans, 72 auteurs. Vous trouverez forcément celui qui vous a tellement ému, ou passionné, ou transporté. Sans parler de sa série jumelle, l'Alchimie de l'écriture, où l'on prend plutôt le point de vue de l'écrivain. Et franchement, lecteur ou écrivain, on s'intéresse souvent au même sujet. Au passage, likez tant que vous y êtes, abonnez-vous avec la cloche pour ne plus rater un seul épisode.
J'ai aussi une page Facebook que vous pouvez aller voir, et puis une page Tipeee si vous voulez me donner un coup de pouce. Tipeee est un site de financement qui vous permet de m'aider du montant que vous voulez. Et sachez sincèrement que vos gestes me sont très précieux. Voilà, vous trouverez tous les liens utiles dans la description de la vidéo. À la prochaine, prenez soin de vous et lisez des romans, c'est le plus important.